Salut les Topiens! J'ai vu il y a à peine quelques heures en avant-première le tout dernier Star Wars épisode 9, l'ultime épisode de la saga Skywalker, et c'était non sans une certaine émotion, même de tourner une vidéo une toute dernière fois sur cette saga, ça me fait quelque chose quand même. On parle bien sûr de l'épisode 9, Rise of Skywalker, en français, l'ascension de Skywalker. Ce film, comme toujours dans les trilogies Star Wars, c'est celui que j'ai le plus attendu. Dans les Star Wars, ce sont toujours les dénouements qui sont mes épisodes préférés des sagas. En premier, le retour du Jedi, et en deuxième, la revanche des Sith. Alors, étant donné que je sors cette critique assez tôt, c'est une critique qui sera 100% sans spoiler. Une vidéo que j'ai hésité à sortir parce qu'il y a quelques années, j'ai sorti une critique sur The Last Jedi, donc les derniers Jedi, et c'est vrai que le film avait tellement divisé le public qu'il y avait une forme de violence aussi en commentaire. Et finalement, quand on était à l'avant-première du film, il y a quelqu'un qui a retracé toute l'histoire de Star Wars. Je me suis rappelé à quel point toutes les sagas Star Wars ont connu des polémiques énormes, aussi bien la première trilogie que la deuxième évidemment, donc la prélogie. Un Star Wars qui sort sans polémique, finalement, ça n'existe pas. Donc la force est avec moi et j'irai au bout de cette vidéo. Et je vais commencer par dire quelque chose qui plaît pas à beaucoup de monde. Cette nouvelle saga qu'on appelle la postologie, moi je l'aime beaucoup. Il faut pas nier les défauts. Il ne faut pas nier les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Le PDG de la Walt Disney Company, Bob Iger, a imposé au moment du rachat de Lucasfilm un rythme de sortie de film qui, à mon avis, était beaucoup trop rythmé. Un rythme de commande effréné que George Lucas, le créateur de Star Wars, ne s'imposait pas du tout à l'époque où il était PDG de Lucasfilm. Et donc c'est vrai que ça a surtout entraîné des faiblesses créatives d'un point de vue visuel dans un premier temps, et aussi d'un point de vue scénaristique, mais là je suis moins d'accord là-dessus justement. Et ça m'amène à mon premier point. C'est une saga qui selon moi a été très bien écrite, et contrairement à ce qui a été dit, le squelette narratif dès l'épisode 7, qui a servi de squelette pour le reste des épisodes, a été très bien pensé. Si vous y réfléchissez bien, et en sortant de l'épisode 9, vous comprendrez que en fait, chaque épisode de cette postologie était dédié à une grande figure de la première trilogie. Han Solo dans Le Réveil de la Force, Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi, et surtout Leia dans l'ascension de Skywalker. Et Leia aurait dû être la figure principale de cet épisode, et son frère l'a même reconnu. Donc c'est la preuve que le squelette narratif de toute cette trilogie a quand même été pensé et qu'il y avait des bases solides pour une histoire cohérente. Et le fait d'avoir mis Leia en dernier alors qu'elle aurait pu être par exemple en deuxième ou même en première est une très bonne idée. Je me souviens que à la fin de l'épisode 6, il y avait justement une espèce de mystification autour de Leia qui fait que c'est devenu mon personnage préféré de la première trilogie. Est-ce que Leia peut utiliser la Force ? Est-ce qu'elle peut devenir un Jedi ? Et c'est vrai que tout le monde s'était moqué de la scène de Mary Poppins dans Les Derniers Jedi, et même si sur le coup ça faisait un peu kitsch, je suis désolé, cette scène c'était la meilleure idée de ce film. Et c'est une idée qui à mon avis a été écrite bien en amont par J.J. Abrams dès la sortie du Réveil de la Force. Et en plus de ça, quand on connaît la relation qu'une mère peut avoir avec son fils, eh bien l'idée d'une confrontation entre Kylo Ren et Leia, ça aurait forcément été magistral. Ensuite, j'aime beaucoup la réalisation de J.J. Abrams, qui a réalisé Le Réveil de la Force et qui a réalisé ce 9e épisode. C'est un réalisateur qui a une fascination pour le rythme et la vitesse. J'aime quand ça traîne pas. Je vous conseille un film que j'ai absolument adoré, qui est digne d'un Spielberg, et d'ailleurs tout le monde dit que J.J. Abrams c'est le fils de Spielberg, c'est le film Super 8. Avant de passer à la réalisation de Star Wars, il a aussi réalisé un super Star Trek, Into the Darkness, qui était vraiment un épisode super bien réussi, et il a continué à produire toute la saga. Et c'est vrai qu'on lui a souvent reproché un manque de créativité lié au fait qu'ils ont eu très peu de temps en fait pour créer l'épisode 7, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est tellement fan de la saga, qui a été tellement impressionné de tourner avec ses acteurs, de toucher à ce mythe. Il avait tellement conscience que c'était sacré. Dans la précipitation, il a décidé d'en prendre soin, de protéger ses personnages. Par exemple, ce que j'aime bien avec J.J. Abrams, c'est typiquement la création de BB-8. BB-8, c'est lui qui a créé ce personnage. Quand vous voyez ce personnage, ça vous fait immédiatement penser à Star Wars. Il a réussi à le faire rentrer dans l'imaginaire collectif pour Star Wars. Et en même temps, c'est profondément lié à J.J. Abrams, puisque c'est un personnage qui peut se déplacer extrêmement vite, contrairement à R2-D2 qui roule un peu plus doucement, à C3PO qui traîne aussi un peu les pieds. Et donc il a créé un personnage un peu à son image, un personnage qui peut aller vite, mais en même temps qui s'intègre totalement dans l'univers de la saga. Et moi c'est ça que j'aime bien avec lui, il y a une forme de finesse, et je suis désolé, il a vraiment redonné le souffle de la première trilogie, le souffle visuel de la première trilogie, et ça, c'est vraiment ce qui manquait à la prélogie de George Lucas, que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, qui est certes génial pour l'aspect politique, pour les combats de sabre, mais qui visuellement commence, je suis désolé, à très mal vieillir. Et donc je trouve qu'il a redonné
le souffle de la première trilogie. On a vraiment l'impression d'être dans les premiers Star Wars et je pense qu'auprès du public, il a réveillé une forme de nostalgie sur laquelle il a complètement surfé et sur laquelle il continue de surfer dans l'épisode 9. On voit bien que tous ces héros vivent dans l'ombre de leurs aînés, mais après tout, pourquoi pas? Quand il a créé Kylo Ren, il a lui-même avoué qu'il était quasiment impossible de recréer le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. En principe, J.J. Abrams devait quitter la réalisation de Star Wars en 2015, mais il est resté producteur de toute la saga, exactement comme à l'époque où George Lucas avait quitté la réalisation de Star Wars entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Et donc, il a veillé à instaurer un style visuel qui a été conservé tout au long, et il a imposé un squelette narratif. Et même s'il n'a pas été d'accord avec tous les choix de Rian Johnson pour la réalisation de l'épisode 8, Rian Johnson a dû se plier quand même à un schéma narratif qui lui laissait une marge de manœuvre qu'on connaît puisqu'il a fait des choix quand même assez étonnants, mais qui a permis à J.J. Abrams, selon moi, de super bien conclure cette saga. Alors j'aime beaucoup aussi The Last Jedi, qui par moments est certes un peu mou, mais il répond au principal problème de l'épisode précédent, c'est-à-dire d'un côté la créativité visuelle, un peu d'audace visuelle, et de l'autre un peu d'audace scénaristique. Il y a de très bonnes idées, comme l'explosion du Star Destroyer, comme la planète Krayt aussi, ou le combat de sabre avec la garde prétorienne. Bon après c'est vrai qu'il y a des choses profondément aussi ennuyeuses, comme la relation d'amour entre Finn et Rose, mais de toute façon dans ce film j'étais surtout fasciné par ce qui va façonner l'épisode 9, c'est-à-dire la relation entre Kylo Ren et Rey. Leurs liens et leurs interactions, je les trouve profondément fascinante à regarder. Et c'est finalement J.J. Abrams qui a réalisé ce 9e épisode de Star Wars. Encore une fois, à contre-cœur, lui-même a avoué qu'il n'était pas très bon pour conclure des sagas, surtout qu'il doit répondre à toutes les provocations de Rian Johnson, dont la première étant la suppression du seul méchant badass de tout le film, le suprême leader Snoke. Et ça se voit que en fait, J.J. Abrams a été piqué au vif par Rian Johnson et que ce 9e épisode est absolument explosif. Il est d'une puissance absolument incroyable, il est mystique, il est profondément noir aussi, il est profondément émouvant et franchement j'ai pas décroché une seule seconde mes yeux de l'écran, j'étais fasciné par ce que je voyais. Cet épisode je l'ai adoré, il devient mon préféré de toute cette trilogie, d'abord et avant tout. Pour une idée, c'est que malgré le décès de Carrie Fisher, J.J. Abrams a maintenu l'idée qu'il avait dès le début, au moment de la création de cette postologie, c'est Leia la réponse à cette saga. Elle devait tenir ce rôle absolument central dans l'épisode 9, elle devait se confronter à son fils en fait. Et ce que je trouve incroyable, c'est que je sais pas par quel miracle ils ont réussi à bidouiller des scènes coupées qu'ils ont retravaillées numériquement pour qu'elle conserve autant que possible cette place dans le film. Et franchement, c'est d'un réalisme absolument époustouflant. Si vous n'êtes pas au courant qu'elle est décédée il y a 2 ans, eh ben vous pourriez croire qu'elle était présente sur le tournage et qu'elle a participé au tournage de ce film. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce film répond à la question. Est-ce que Leia peut maîtriser la Force? Est-ce qu'elle aussi, elle peut être un Jedi? Est-ce qu'elle aussi, elle peut jouer un rôle dans le dénouement, dans la confrontation du côté obscur? Ça répond pour moi à la question que je me posais à la fin de l'épisode 6. Et je suis surpris qu'ils y aient répondu. Et je suis surpris qu'ils se soient maintenus. Et en fait, c'était ça en fait la vraie surprise de ce film et c'est ça qui m'a profondément ému. Et étant donné les circonstances de son décès, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il continue à essayer de répondre à ces questions. Deuxièmement, pour la première fois, je trouve que ce film nous plonge véritablement dans l'univers des Sith. Dans la revanche des Sith et dans la prélogie, c'est vrai qu'on voit souvent les Sith à l'œuvre, on les voit se confronter aux Jedi, mais contrairement à ces derniers, on ne les voit jamais dans des temples, on ne les voit jamais vraiment revenir à l'essence de leur existence, à leur mode de vie d'une certaine façon. Il n'y a que cette scène dans La Revanche des Sith où Dark Sidious explique un peu vaguement son histoire par rapport à Dark Plagueis, mais c'est très survolé. Vous retrouvez des scènes comme ça aussi dans les séries animées comme Clone Wars et Star Wars Rebels, mais dans les films ça n'avait jamais été montré et ce film nous plonge véritablement pour la première fois dans l'univers des Sith. Ce qui fait que c'est sans doute un épisode encore bien plus sombre que les derniers Jedi et que c'est sans doute un des épisodes les plus sombres depuis La Revanche des Sith, si ce n'est le plus sombre. Et d'ailleurs, ce film aurait pu s'appeler La Revanche des Sith ou L'Ascension des Sith ou quelque chose dans ce délire-là, vous voyez. Il y a des scènes d'une noirceur et d'une puissance absolument incroyable, des scènes qui m'ont aussi beaucoup fait penser à des scènes avec Voldemort dans l'épisode 7, vous voyez, donc les scènes les plus sombres de la saga Harry Potter par exemple. Et on retrouve la puissance Sith telle qu'on l'a vu à l'œuvre en fait dans La Revanche des Sith. Et là, on voit vraiment ce que ça signifie, le côté obscur, sa dévotion au côté obscur, son origine, son essence et comment ça se pratique en quelque sorte. Troisièmement, on retrouve le rythme de J.J. Abrams, donc il y a ce nouveau droïde qui, un peu comme Baby Yoda, je vous disais tout à l'heure, peut aller beaucoup plus vite, se déplace vite, communique beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus rythmée
et concise, alors que C3PO, il est chiant en quelque sorte. J'avais lu quelques critiques qui expliquaient que le début du film était soi-disant ennuyeux. Je trouve pas du tout que le début du film est ennuyeux. Dès le début, ça court, ça va vite. Il y a un nombre de planètes incalculable qui défilent, donc on voit bien que J.J. Abrams a eu les boules qu'on dise que son premier film était assez peu créatif visuellement, et il travaille son scénario de manière beaucoup plus audacieuse. Enfin, on voit bien qu'en fait, il ajuste par rapport à l'épisode 7, mais encore une fois avec beaucoup de finesse quand même. Et ça m'amène au point suivant qui est l'ajustement autour des personnages. Par exemple, Poe avait fait un très mauvais film dans Les Derniers Jedi, il avait été mal exploré dans l'épisode 7. Et franchement, je trouve que là, dans l'épisode 8, il lui donne une histoire, une origine, en plus avec une de mes actrices de série préférées. Et franchement, c'est très bien amené. Il se fait certes toujours un petit peu victimiser, comme dans l'épisode 8, mais il trouve sa place. Et en même temps, il retrouve une forme de stature qui, selon moi, il avait perdu dans l'épisode 8. La romance entre Finn et Rose, pour ceux que ça avait saoulé dans l'épisode 8, vous pouvez aller le voir ce film, parce que J.J. Abrams a clairement répondu au principal défaut de l'épisode 8 en écartant complètement cette romance entre Finn et Rose, et en confrontant de nouveau son personnage, donc Finn, qu'il a créé dans l'épisode 7, à son passé de Stormtrooper. Et c'est ça, à mon sens, qu'il fallait explorer dès l'épisode 8. Donc il vient là aussi rectifier quelques erreurs. Et bien évidemment, ce film continue à approfondir l'énorme point positif de l'épisode précédent, c'est-à-dire la relation entre Kylo Ren et Rey. Et tout ça conduit à une succession de twists dans le film, et des twists qui, à mon sens, auraient quand même dû être utilisés peut-être pour l'épisode d'avant. Ce qui fait que c'est vrai que ce film a un défaut, c'est qu'ils ont voulu mettre peut-être trop de choses dedans, et que par moments c'est un peu trop hâtif, mais il fallait bien conclure aussi cette saga, et il fallait bien du coup ajuster. Et donc cette relation avec Kylo Ren et Rey, elle se conclut, mais d'une manière tellement belle. Franchement, ça c'est un point aussi qui est extrêmement bien réussi. Il y a beaucoup d'autres points que j'aimerais aborder, comme le combat de sabre sur les épaves de l'étoile de la mort, qui est à mon sens un très bel hommage aussi à la prélogie et au combat de sabre entre Obi-Wan Kenobi et Anakin. Et donc du coup, encore une fois, on voit ce que J.J. Abrams peut tirer aussi des bons côtés de la prélogie. Et donc, encore une fois, ça c'était vraiment absolument incroyable visuellement. Mais j'aimerais terminer par un dernier point, c'est Kylo Ren, interprété par Adam Driver, qui selon moi est un des meilleurs acteurs de sa génération. Il faut que vous voyez en fait tous les films dans lesquels il joue, aussi de manière générale. J.J. Abrams avait dit on peut pas recréer un Dark Vador. Donc il vit dans l'ombre de Dark Vador, il est hanté par ses démons, il est complètement paumé. Je suis désolé, il est un peu à l'image aussi de notre génération, d'une certaine façon, mais c'est le personnage le plus touchant de cette trilogie et un des personnages les plus touchants de toute la saga. Quand il joue, il a les yeux d'Anakin. Quand il joue, on voit le visage d'Anakin qui est hanté par ses visions. Il fait le chemin inverse d'Anakin en fait. Et à la fin de la saga, il prend une place particulière, une place que aucun autre personnage n'avait pris avant lui, ni les méchants, ni les gentils. On retrouve des personnages comme ça un peu dans la série Star Wars Rebelle. C'est encore autre chose, je trouve. Et la façon dont il vient prendre cette place en dernier, puisque c'est au moment du dénouement, elle est particulière. Et c'est vraiment courageux de la part de J.J. Abrams d'avoir été au bout de ça. Et là, évidemment, je parle un peu dans l'euphorie. Il va falloir que j'aille revoir le film pour aller voir aussi peut-être les défauts que j'ai pas peut-être vus lors de mon premier visionnage. Mais vraiment, je vous le recommande. C'est un spectacle incroyable en salle. Évidemment, nous, la salle était survoltée parce que c'était une projection fan, mais enfin, quand même, c'est vraiment spectaculaire. Beaucoup de gens me demandent toujours quel est le premier Star Wars que je dois voir, mais si vous avez la chance de vivre au moment où un Star Wars est sorti en salle, eh ben, allez en salle. C'est des films qui se regardent en salle, et vraiment, je maintiens le fait que Disney n'a pas détruit cette trilogie. Ils ont fait des erreurs, mais ils ont fait des erreurs que George Lucas a lui-même fait dans le passé, à tel point qu'il a entièrement refait sa première trilogie. Et en même temps, je suis content aussi que ça se termine et qu'on se détache des Skywalker, et qu'on se détache peut-être de cet univers visuel et qu'on aille explorer autre chose. Et j'espère aussi que Lucasfilm aura peut-être le courage de sortir, comme dans les années 80, d'autres films, d'autres franchises, créer d'autres franchises comme Indiana Jones, comme Willow, et que Star Wars redevienne encore plus rare comme ça l'était dans les années 2000 et dans les années 80. Que le public soit pas non plus assommé d'un Star Wars tous les ans, et qu'on arrête aussi par exemple les spin-offs. Voilà les Taupiens, j'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis du film en commentaire. N'oubliez pas de bien préciser si votre critique contient du spoil ou pas avant de commencer à l'écrire, pour éviter qu'entre vous, vous spoilez. Et d'ici là, n'oubliez pas que les rêves sont éternels, mais surtout, que la force soit avec vous pour toujours. Bye!